de Yes, comment j'ai compris. Je serai accompagné de Pierre-Yves Saron, Bonsoir. Caroline Renard et Célia Edwige. Donc cette soirée est consacrée à l'accompagnement au repérage du trouble de l'attention, du déficit d'attention, pardon, Ouais, et l'hyperactivité. C'est ça? c'est ça. C'est ça, et ça concerne les adultes, hein. C'est ça. Donc, Uniquement les adultes, là, enfin, si vous avez quelques questions sur tout ce qui va être enfant, adolescent, on essaiera d'y répondre, mais ce n'est pas notre champ d'expertise. Là, on va se concentrer principalement ce soir sur la population adulte. ok, bon, en préambule, comme d'habitude, c'est une session qui est enregistrée. Donc j'ai vu que tout le monde avait flouté, avait enlevé sa caméra, donc s'il y avait très bien. Il y a un chat où vous pouvez lever la main, on essaiera de faire une petite soirée enfin, interactive et Pierre-Yves m'a dit que je pouvais le couper à n'importe quel moment, sauf quand il n'avait pas envie que je le coupe. Donc n'hésitez pas à me signaler pour que je puisse voilà, répondre à vos questions, enfin donner la parole à nos experts. Moi je ne suis pas sûr qu'il faut répondre à toutes les questions. Voilà. Bon, On se laisse peut-être une minute et après on démarre, histoire de. Là, j'ai encore quelques personnes qui arrivent. Et d'accord. ouais, une minute. Je mets le diapo autour de la diapo. Ok. Et je vous propose qu'on démarre. Comme Boris nous l'a dit en préambule, donc c'est une soirée qui parle du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On va en discuter. L'hyperactivité n'est pas systématique. Et on a vraiment choisi d'aborder le thème de manière non exhaustive, mais vraiment adaptée à la pratique en médecine générale, euh, sachant que c'est quand même souvent un trouble qui va nécessiter plutôt une évaluation par un psychiatre. Néanmoins, ce n'est pas forcément le psychiatre qui voit en premier lieu le patient. Ça va être quand même toujours, et dans la plupart des cas, le médecin généraliste. Pas forcément d'ailleurs sur un patient qui vient avec une demande spécifique par rapport à des troubles cognitifs, sur une difficulté attentionnelle ou une hyperactivité. Et du coup, l'objectif de cette soirée, c'est plutôt un peu de vous sensibiliser à ce qu'est le TDA, à ce que n'est pas le TDA, et à comment finalement, en médecine générale, en tout cas en premier recours, certaines difficultés de notre patient peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Pour ensuite, finalement, ne pas forcément le prendre en charge vous, mais l'orienter vers les soins les plus adaptés à ces difficultés. Euh, donc, on va aborder de manière les choses de manière assez précise ce soir, c'est comprendre le TDA, diagnostiquer le TDA et voir un peu qu'est-ce qui est à notre disposition pour essayer de voir si c'est vraiment une trouble déficitaire de l'attention. Et enfin, comment prendre en charge. Et on finira par 2 cas cliniques vraiment simples, voilà, de manière interactive. Quelques personnes qui arrivent. Donc, je redis très rapidement, hein, du coup, la soirée va être dédiée à comprendre le TDA, diagnostiquer le TDA et le prendre en charge, et on finira par 2 cas cliniques, du coup, simples. Donc, comprendre le TDA, donc bien comprendre, le TDA, c'est un trouble, en fait, neurodéveloppemental qui va toucher les fonctions exécutives du patient, et en gros, dans lequel on va avoir des signes cliniques plus spécifiques que d'autres, qui sont le déficit de l'attention, l'hyperactivité motrice qui n'est pas constante et l'impulsivité. Habituellement, on en parle peu finalement en population adulte, puisque c'est un trouble finalement qui va surtout intéresser et dans lequel on va être plutôt concentré dans un dépistage pédiatrique, souvent avant 12 ans, et qui peut avoir un impact finalement sur la capacité de l'enfant à suivre ses études, notamment. Alors ça a bien d'autres impacts, mais c'est là où on va le voir un peu en priorité, c'est en milieu scolaire, en milieu un peu socialisant. Mais en fait, ça peut passer sous les radars et ça peut du coup arriver à l'âge adulte en étant passé un peu inaperçu. On en discutera ce soir. Il peut aussi y avoir un trouble qui est là dès l'enfance, qui finalement persiste à l'âge adulte. Et c'est le cas finalement, on se rend compte que il y a quand même une bonne partie finalement des troubles. On vous donnera les chiffres tout à l'heure qui persistent à l'âge adulte quand même.
Et donc, ça touche une population adulte d'à peu près 2,5% des adultes, ce qui n'est pas négligeable quand même, et ce qui est au-delà de certains troubles psychiatriques, hein. Si on prend la schizophrénie qui est autour de 1%, bah, en fait, finalement, le TDA adulte, c'est plus fréquent que la schizophrénie. Euh, Après, vous allez voir, les tableaux cliniques sont quand même assez complexes, assez polymorphes, et en fait, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que c'est pas très très bien délimité, c'est pas forcément très bien connu. Et en fait, dans l'impact fonctionnel, la plupart des patients se compensent finalement plus ou moins eux-mêmes, ou via leur environnement, ou via finalement leurs proches. Donc, on va voir pourquoi ça peut passer sous les radars. Les classifications diagnostiques, ça reprend trois grands signes: déficit attentionnel, hyperactivité, impulsivité. J'attire votre attention, en fait, c'est que c'est une vision hyper simplifiée de ce qu'est réellement un TDA, et on va l'aborder plus en détail. En fait, ce qui est réellement un TDA, et c'est pour vous rendre compte, en fait, finalement, c'est un spectre de troubles. Alors, ouais, on va parler un peu plus fort. Est-ce que là, le son, c'est mieux? Alors, n'hésitez pas à me faire un retour à nouveau, parce qu'on utilise un micro un peu général. Donc, si le son n'est pas suffisant, n'hésitez pas à me le redire. Donc, ce que je disais, c'est que finalement, ce que vous avez montré, les fameux trois types de symptômes dans les classifications internationales, sont finalement un peu limitants pour comprendre ce qu'est réellement un TDA. Et un TDA, c'est une atteinte finalement assez polymorphe et très personne dépendante, neurodéveloppementale, qui va toucher les fonctions exécutives. Et les fonctions exécutives, il faut bien comprendre, c'est un ensemble de processus extrêmement complexes de haut niveau qui permettent de faire finalement plein de choses dans la vie. Et souvent, on les regroupe sous un nom général, nous, en médecine, qu'on appelle les fonctions exécutives. On dit que les fonctions exécutives, on dit que l'altération parce qu'il déprime les fonctions exécutives. Mais rapidement, en fait, finalement, bon, on s'arrête à dire qu'il a des troubles cognitifs de fonctions qui lui sont particulièrement utiles et du coup, ça l'handicape dans sa vie. Du coup, bien comprendre de manière plus précise quand les fonctions exécutives, il y en a plusieurs. Je ne vais pas toutes les détailler ce soir, mais pour bien comprendre, dans le TDA, ils peuvent être tout altérés. Et un TDA ne ressemble pas à un autre TDA, c'est-à-dire qu'en fait, les types de fonctions exécutives, l'intensité et la répercussion vont finalement être différentes d'un patient à l'autre. On a, ce qui est le plus connu, c'est l'atteinte de l'attention, avec une altération de l'attention sélective, une difficulté à maintenir son attention, ce qu'on appelle l'attention soutenue, une attention divisée qui normalement n'est pas trop touchée, et du coup, il va y avoir une performance finalement attentionnelle fluctuante, et une performance du coup de la personne dans la réalisation de ses tâches, dans sa capacité à être multitâche, dans sa capacité à suivre des conversations, etc., qui va être altérée. Ensuite, les autres peuvent être altérés, et là, on rentre, je ne détaillerai pas tout ce soir, mais on a des fonctions qu'on appelle la flexibilité cognitive, qui est le fait, c'est nos capacités à passer d'une tâche à une autre rapidement. C'est la capacité à s'adapter au changement. Mais en fait, c'est assez altéré chez ces patients. Ils vont avoir du mal à, par exemple, ils démarrent une tâche, par exemple, et si au milieu de tâche, il y a un élément perturbateur et ils doivent du coup changer par rapport à leur idée initiale, ce qu'ils avaient prévu, ils vont avoir du mal à le faire, par exemple. Euh, Ensuite, on a des fonctions cognitives qu'on appelle des fonctions d'inhibition dans les fonctions exécutives. Alors ça, c'est ce qui va plus être responsable de ce qu'on appelle de l'impulsivité ou de la distractivité. En fait, c'est votre capacité à inhiber des réponses automatiques et inappropriées. En gros, vous avez un fonctionnement en pilotage automatique et vous avez des capacités d'inhibition de ce qui vous passerait par la tête, de certains de vos comportements ou de certaines réactions. Et en fait, dites-vous qu'elles sont moins fortes du coup chez ces personnes. Et en fait, les capacités d'inhibition, elles servent également à s'inhiber soi-même, mais elles servent aussi à inhiber certains facteurs de notre environnement. Et du coup, ils vont être moins bons à inhiber certains facteurs de l'environnement. Moi, souvent, par exemple, quand j'explique à mes patients ce qu'est finalement une difficulté dans le TDA, et notamment la difficulté d'inhibition, je prends l'exemple de tout ce qui se passe en même temps que je suis en train de leur parler au cabinet, c'est-à-dire le bruit du tram dehors, le fait qu'ils aient un rendez-vous après, le fait qu'ils aient un peu faim, que ça gargouille dans leur ventre, etc. Et je leur dis, en fait, votre capacité d'inhibition, c'est d'être capable de vous focaliser en attention soutenue sur ce que je vous dis, en inhibant un peu le bruit de fond. Et en fait, quelqu'un qui a un TDA a une grosse difficulté à inhiber le bruit de fond, qui peut vraiment le perturber pour maintenir finalement son attention, cette fameuse attention soutenue. Au-delà même d'une difficulté attentionnelle. Donc en fait, il y a une espèce d'effet double qui rend difficile pour la personne la réalisation ou la focalisation sur une tâche ou sur une action. On répondra à toutes les questions dessus, donc voilà, n'hésitez pas, là je vous fais une vue un peu générale pour bien comprendre en fait la complexité de ce qu'est un TDA, qui est en réalité qui est pas vraiment, le problème de l'hyperactivité est quand même loin d'être au premier plan chez l'adulte, et le déficit d'attention, oui, il est important, mais en fait, c'est pas que ça qui explique leur difficulté.
Ensuite, je vais passer rapidement. Vous avez des fonctions de planification qui, comme son nom l'indique, vous permettent du coup de vous organiser, de planifier, de prédire, d'anticiper, qui sont altérées. Des capacités, ce qu'on appelle de mémoire de travail et de mise à jour, qui sont en fait des capacités mnésiques un peu particulières qui vous permettent de retenir, mais surtout, en fait, ce n'est pas que de la rétention, c'est de la manipulation d'informations récentes. Et on voit avec des informations récentes ou changeantes, ils ont plus de mal à les manipuler. La mise à jour, c'est la capacité qui rejoint un peu, dans une certaine mesure, la flexibilité cognitive. C'est quand vous avez un changement dans les informations récentes, c'est d'être capable de remettre à jour globalement pour orienter derrière vos décisions. Enfin, vous avez la gestion des émotions. Alors ça, comme son nom l'indique, c'est la gestion émotionnelle qui est plus mise en difficulté chez les patients qui ont un TDA. Et enfin, il y a l'initiation de l'action qui expliquerait, et qui, quand elle est altérée, explique des difficultés plutôt motivationnelles. Cette vue d'ensemble, elle vous montre pourquoi finalement c'est extrêmement polymorphe, parce qu'en fait, il n'y a pas d'atteinte uniforme, et je vous le rappelle, un TDA ne ressemble pas à un autre TDA. Et ce qui explique aussi la difficulté diagnostique, c'est qu'en fait, cette grille que je vous donne, j'ai fait exprès de vous la mettre, c'est qu'en fait, si je vous prends n'importe quel trouble ou altération psychiatrique, si je prends par exemple une dépression, bah, dans la dépression, vous avez une altération de l'attention, de la flexibilité, de l'inhibition, de la planification, de la mémoire de travail, de la gestion des émotions et de l'initiation de l'action. Et là, on rentre dans le pourquoi finalement le TDA adulte, c'est compliqué. C'est que le TDA adulte, déjà, ça peut donner ça de manière polymorphe. Le TDA adulte, il peut se déprimer, ce qui rajoute à nouveau une couche de difficulté supplémentaire, et on ne sait plus devant de en quoi réellement on est. Et on va le voir plus tard, il y a des facteurs également environnementaux qui vont rendre encore plus complexe du coup, le débrouillage de ce qui est réellement un TDA ou pas. Est-ce que déjà sur ces premiers éléments, vous aviez des questions ou vous aviez des remarques particulières? Donc on prendra le temps, donc s'il n'y a pas de questions, moi j'enchaîne. Euh, et en gros, schématiquement, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'arrivée à l'âge adulte. Hein, je vous dis, moi je passe sur du coup l'enfance et l'adolescence aujourd'hui. En gros, on va avoir trois cas de figure particuliers. On va avoir le cas de figure assez classique, assez typique, qui ne va pas trop vous mettre en difficulté en premier recours, qui est un patient qui a déjà eu un suivi finalement dans l'enfance et l'adolescence, ou qui a déjà eu des symptômes hyper typiques, ça a été bien encadré, bien balisé, il vous en parle spontanément, il y a même eu des bilans qui vont dans ce sens, et qui finalement persiste à l'âge adulte et qui vient vous demander quoi faire parce qu'il est gêné, voilà, ou qui, à l'occasion d'autres difficultés, bah, vous dit, ah oui, j'ai ça aussi qui traîne depuis l'enfance, c'est plus trop pris en charge. Voilà. Qui n'a peut-être pas eu l'occasion, parce que c'est des générations qui n'ont pas eu forcément de traitement. Dès que vous voyez des populations adultes aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, les enfants et adolescents ne sont pas trop mal pris en charge, mais si on remonte sur des générations de personnes qui viennent vous consulter, qui ont 40, qui ont 50 ans, ils n'ont pas forcément été pris en charge du coup, de leurs troubles, alors qu'ils ont pourtant été bien identifiés quand ils étaient plus jeunes. Donc ça, c'est le cas facile. Ensuite, on a un deuxième cas de figure qui est la disparition des symptômes à l'âge adulte. Le patient peut avoir eu des symptômes dans l'enfance, mais ça ne veut pas dire qu'il va les garder à l'âge adulte. C'est-à-dire que bien qu'il en ait eu et qu'il y ait eu des bilans qui vont dans ce sens, s'il revient avec des plaintes cognitives, attention, il faut quand même bien discriminer, est-ce que c'est le TDA en fait, de l'enfance qui a persisté, ou est-ce que finalement il y a d'autres explications qui feraient qu'il ait des difficultés cognitives persistantes. Et enfin, on a un cas de figure, je dirais, un peu bâtard, qui est le dernier, qui est l'apparition tardive des symptômes. Comme je vous l'ai expliqué, c'est quand même censé être un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire que ça apparaît dans l'enfance, ça touche la maturation et le développement cérébral, et ça a des répercussions sur les fonctions cognitives. Et donc, normalement, à ne pas considérer comme un TDA, quelqu'un qui vient vous voir, qui n'a aucun antécédent, on ne retrouve pas de choses dans l'enfance, on ne trouve pas de choses, en tout cas avant 12 ans. Néanmoins, il n'y a pas complètement, enfin, ça fait débat ce sujet, parce qu'en fait, il pourrait y avoir un cas de figure un peu particulier. C'est que je vous rappelle, il a quand même pas mal de difficultés. Si en plus il a eu un bain un petit peu socio-éducatif, culturel, etc., qui n'a pas trop été sensibilisé sur ça ou qui n'a pas trop fait attention à ça, le patient, il a peut-être entre-temps oublié ou il est un peu flou dans la difficulté qu'il a eue. Il a peut-être désinvesti des aspects scolaires et ça n'a pas été trop stimulé, ni encouragé, ni protégé par son entourage. Et lui, il ne fait pas forcément d'association avec des difficultés spécifiques de son enfance, alors qu'il y en avait authentiquement. Le deuxième aussi cas de figure un peu particulier, c'est qu'il y avait d'authentiques difficultés, mais qui étaient ultra compensées à l'inverse par le milieu familial. C'est-à-dire que le patient, il avait d'authentiques difficultés cognitives, mais voilà, les parents étaient bien derrière, ils ont trouvé quelque chose où il était bien accompagné, et du coup, ça compensait un peu les difficultés. Donc, il y avait ce qu'on appellerait finalement des facteurs protecteurs. Et du coup, il n'y a pas eu d'expression franche du TDA, en fait, finalement, dans l'enfance et l'adolescence, mais
confronté à l'âge adulte qui, je le rappelle, fait que vous allez être confronté sans facteur protecteur de vos parents à l'ensemble des facteurs de stress de la vie, et vous savez tous qu'il y en a quand même pas mal, et bien du coup, il peut y avoir là une apparition finalement des difficultés cognitives qui est finalement masquée par des facteurs protecteurs dans l'enfance. Alors, on n'est pas dans les critères typiques, mais la question peut se poser dans certains cas de figure quand on ne trouve aucun autre élément qui expliquerait des difficultés exécutives. Et ensuite, en creusant finement, en fait, en réalité, ça va être le travail plutôt du psychiatre, on va se rendre compte qu'il y avait des facteurs protecteurs, on va se rendre compte que du coup, il y avait bien des difficultés, mais qui étaient passées un peu sous le tapis. À retenir, je dirais plutôt dans une pratique de premier recours, voilà. Est-ce qu'il y avait des symptômes dans l'enfance? S'il y a toujours des choses à l'âge adulte, est-ce que c'est toujours le TDA pour l'interrogation? Et le troisième cas de figure, vraiment, si vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous la dent, vous pouvez vous dire, non, s'il n'y a aucune autre explication, attention, peut-être, allons le faire évaluer quand même s'il y a des plaintes cognitives, notamment exécutives, comme je vous ai expliqué, persistantes. Comprendre, je passe très rapidement dessus, mais on a quand même beaucoup de théories explicatives, donc je vous les passe, mais on a vraiment une atteinte neurologique, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. On a une atteinte de la maturation cérébrale. Il y a des études d'imagerie qui nous montrent que le lobe frontal est quand même moins actif chez les enfants qui ont un TDA. Voilà, il y a des choses un peu plus spécifiques sur les aspects cognitifs et comportementaux, sur le circuit de la récompense qui sont aussi altérés. Voilà. Ces quatre théories, je vous les mets parce qu'en fait, toutes à elles seules, si vous en prenez qu'une seule, ça n'explique pas tous les symptômes. Et probablement qu'en fait, ce qu'on appelle le TDA aujourd'hui, c'est une combinaison d'atteintes neurologiques et neurodéveloppementales, en fait, en réalité, qui aboutissent à une expression particulière, mais très polymorphe. Et ça expliquerait aussi pourquoi c'est aussi polymorphe, finalement, dans son expression, bien qu'on retrouve de manière constante des difficultés exécutives. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez regarder en détail cette diapo. Voilà. Et après, du coup, c'était à l'issue de cette première partie, c'est-à-dire comprendre, c'est comment je peux l'expliquer simplement à mon patient. C'est-à-dire, si j'ai un patient qui me pose des questions, mais est-ce que c'est vraiment un TDA ce qui m'arrive, ou j'ai un doute, ou j'ai regardé un peu sur Internet, c'est quoi un TDA, docteur, et que vous êtes en premier recours, il faut quand même avoir quelques billes à leur donner pour au moins les rassurer, ou au moins, du coup, aller les orienter vers soit se renseigner eux plus en détail, soit finalement, éventuellement, vous leur poser des questions plus spécifiques, ça on y viendra dans la deuxième partie. Donc vraiment, gardez en tête, c'est un trouble neurologique, ça touche le développement cérébral et ça alterne certaines des capacités de la personne. Voilà. Et on va retrouver principalement, et ça on n'est pas obligé de rentrer dans une explication fine, vous voyez, des fonctions exécutives que je vous ai données tout à l'heure, mais vous pouvez dire simplement que ça entraîne des difficultés souvent présentes depuis l'enfance à se concentrer, à s'organiser, à gérer ses émotions, une possible hyperactivité, une possible impulsivité. Et ça peut persister à l'âge adulte et ça peut vous jouer des tours, notamment quand vous êtes confronté à pas mal de facteurs de stress. Moi, je pense qu'il faut rester assez simple dans votre explication au premier recours, mais que, en tout cas, s'il y a vraiment une gêne et qu'on ne trouve pas d'autres explications, ça vaut le coup quand même, surtout si ça n'a jamais été pris en charge, de voir un psychiatre pour un bilan de débrouillage, sachant que ce bilan, il est un peu chronophage et, à mon avis, il n'a pas sa place en soins primaires. En tout cas, je vous conseille en soins primaires d'être quand même un peu rodé sur au moins une compréhension simple de ce que c'est et une explication relativement simple que c'est une atteinte neurodéveloppementale qui commence à l'enfance, qui peut persister et qui, en fait, joue des tours sur pas mal de ses capacités à gérer les sources de stress de la vie. Voilà, pour faire simple. Alors, deuxième partie, diagnostiquer le TDA. Donc ça, je vous dis juste qu'on va un petit peu en faire et pourquoi c'est en fait en réalité complexe et d'ailleurs pourquoi ça n'a pas sa place selon moi en soins primaires et pourquoi ça reste du champ du spécialiste. Je vous l'ai dit, je ne reviens pas dessus, très polymorphe, grande variabilité clinique. Deuxième facteur, c'est qu'en gros, un patient qui a un TDA dans l'enfance, plus ou moins pris en charge, et souvent là je vous donne des chiffres avec prise en charge même, c'est qu'il y a extrêmement de comorbidité en fait. Quelqu'un qui a un TDA, donc qui a des troubles des fonctions exécutives, forcément ça va lui jouer des tours dans la vie. Et forcément, ça va avoir un impact sur sa trajectoire de vie, ses acquisitions, ses études, ses relations sociales, sa capacité à s'organiser. Et du coup, il a plus que de risques de la moyenne d'avoir des difficultés. Et d'avoir des difficultés notamment sur le plan psychologique. Et avec du coup un risque relatif, là je vous montre, il a 2 à 7 fois plus de chances de se déprimer. Il a en moyenne quasiment 2 à 5 fois plus de chances d'avoir un trouble anxieux. Il a une proportion plus importante quasiment d'avoir un trouble de l'humeur bipolaire, d'un trouble du spectre autistique, ça c'est plutôt pour les comorbidités neurodéveloppementales. Et enfin, il a un risque de 1 à quasiment 8 d'avoir une addiction qui se développe de manière complémentaire. Et en fait, ça ne nous arrange pas pour le diagnostic à l'âge adulte, surtout si c'est passé sous les radars. C'est que, comme je vous l'ai expliqué, ces mêmes comorbidités que je vous liste,
elles augmentent les troubles des fonctions exécutives et elles faussent un petit peu plus. On ne sait plus vraiment est-ce que mon patient il a du mal à s'organiser, à initier l'action parce qu'il est déprimé, parce qu'il boit de l'alcool ou parce qu'il a un TDA sous-jacent. Et souvent, d'ailleurs, nous, on va plutôt se concentrer sur la prise en charge, par exemple, de la dépression, des Mm. addictions, du trouble anxieux, et on verra dans un second temps ce qui reste une fois qu'on a réussi à bien traiter le trouble initial. Ça, c'est le premier cas de figure. Ou le deuxième cas de figure, on va surtout traiter et on voit s'il y a des symptômes résiduels persistants, notamment cognitifs. On va se poser la question s'il n'y a pas une intrication avec un TDA pour quand même le traiter sans attendre d'avoir réussi à tout résoudre. Le deuxième point qui pour moi est fondamental dans le fait de bien comprendre pour vous et pourquoi aussi aujourd'hui c'est tant à la mode et pourquoi tout le monde vient avec son petit autodiagnostic de TDA, ce qui permet de manière, je trouve, dès que c'est à la mode, souvent, et puis d'un point de vue narcissique, c'est plus acceptable de dire j'ai un TDA, que je suis déprimé ou que j'ai une charge mentale à gérer trop importante ou que mon compagnon ne gère pas la charge mentale et que en gros je suis pas bien dans mon dos. Voilà, c'est plus simple d'aller chercher des explications. Je disais attention. Et en fait, c'est de comprendre qu'en fait, il y a une influence majeure de l'environnement sur, du coup, justement, les difficultés exprimées que j'ai explicitées sous-jacentes. Et je vous le mets sur cette diapo, c'est qu'en gros, aujourd'hui, le diagnostic de TDA, c'est un diagnostic fonctionnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des difficultés d'attention, il faut qu'il y ait éventuellement, mais ce n'est pas nécessaire, une hyperactivité, il faut qu'il y ait de l'impulsivité, une difficulté de gestion émotionnelle. Mais en fait, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde quand, finalement, vos capacités exécutives, je vais le dire comme ça, sont dépassées par des facteurs environnementaux. Une autre façon de l'expliquer, c'est les difficultés adaptatives. Vous avez un truc dans les classifications qu'on appelle le trouble adaptatif. On avait déjà fait une soirée dessus. Finalement, le trouble adaptatif, c'est quelque chose qui fait que vos fonctions exécutives, dans une certaine mesure, vont être altérées sous l'influence des facteurs de stress de votre environnement. Et en fait, aujourd'hui, si on prend spécifiquement les signes cliniques du TDA, en fait, normalement, l'expression symptomatique, c'est une difficulté des fonctions exécutives avec une base neurobiologique qui, sous l'influence de facteurs environnementaux spécifiques, va faire que la personne va être dépassée et qu'elle a des difficultés dans la vie et qu'on va avoir des expressions symptomatiques spécifiques du TDA. Mais en fait, on a deux cas de figure qui vont beaucoup nous gêner avec cette explication et avec cette façon de considérer le TDA aujourd'hui, qui sont qu'une personne qui n'a pas de trouble des fonctions exécutives, donc qui n'a pas un TDA au sens neurodéveloppemental du terme, mais qui, sous l'influence de facteurs environnementaux majeurs de stress, peut avoir des signes cliniques d'un TDA et pourrait rentrer dans les cases d'un TDA, alors que d'un point de vue neurobiologique, elle n'a pas de trouble neurodéveloppemental. Et en fait, on a un deuxième cas de figure, c'est que je pourrais avoir quelqu'un qui a un authentique TDA au sens neurobiologique du terme, c'est-à-dire qu'il a bien un trouble neurodéveloppemental, mais qui, dans un contexte environnemental tranquille, compensé, pas sous influence, avec éventuellement quelqu'un qui compense ses difficultés, avec qui du coup il vit souvent, voilà, et bien du coup il n'a pas d'expression symptomatique d'un TDA. Et si je boucle ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'en plus, ça peut être variable. C'est-à-dire qu'à un instant T, la personne peut avoir une expression symptomatique d'ATDA sans en être vraiment un. À un autre moment de l'année, pas forcément d'expression. Et inversement, je peux vous faire exactement l'inverse pour quelqu'un qui a un authentique TDA. À un moment T, il ne va pas avoir d'expression symptomatique et 2 ans après, dans un contexte différent, il va avoir une expression de symptôme. Mon propos n'est pas de vous embrouiller, mais que voilà, vous ayez un peu quelques éléments sur pourquoi en fait c'est un peu compliqué, pourquoi on ne se précipite pas au diagnostic, pourquoi il faut faire attention aux comorbidités, et pourquoi vous, je pense qu'il ne faut pas tout de suite en premier recours dire bah oui, vous avez une difficulté attentionnelle, ça ressemble plutôt bien à ça. En tout cas, être assez vigilant dans la validation en tout cas, du diagnostic auprès de vos patients, parce qu'en fait, la majorité, ils vont avoir en fait pas complètement tort, ils vont reconnaître des symptômes qui sont bien des symptômes du TDA, ils vont se dire du coup c'est moi. Ils n'ont pas tort sur le fait que c'est leur symptôme, mais ils ont tort sur le fait que c'est peut-être forcément TDA l'explication. Et donc, je dirais, avoir voilà, cette petite notion, être capable de leur dire pas de précipitation. C'est plus compliqué qu'il ne paraît. Ça demande une évaluation, en gros. Et allez pas prendre le méthylphénidate de votre copain, de votre copine ou de votre enfant avant évaluation. Pas de précipitation, c'est donc mon propos. Il faut une démarche diagnostique qui prend un peu de temps et comme elle est chronophage, en fait, on va faire quand même un interrogatoire un peu poussé, on va faire venir quand même un peu les proches, on va réfléchir s'il y a nécessité ou pas de faire un essai thérapeutique qui peut des fois uniquement nous servir de test diagnostique. Hein. Des fois, on n'arrive pas à bien débrouiller avec juste les interrogations et les questionnaires classiques. Voilà. On peut faire des bilans neuropsychologiques. Les bilans neuropsychologiques, c'est très variable. On va avoir des choses, des fois ça nous aide, mais des fois ça ne nous aide pas du tout. Voilà. Et le bilan neuropsychologique, en fait, dans sa capacité de discriminer
Est-ce que l'explication de la difficulté exécutive est due au fait que le patient est déprimé ou anxieux, ou est-ce que c'est un authentique TDA? Bah, ça n'a pas un pouvoir de discrimination extrêmement fort. Donc, ça ne va pas forcément des fois nous aider. On pourrait se dire, on fait un bilan neuropsycho à tous les patients pour lesquels on a un doute et c'est réglé, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Et du coup, mon propos, voilà, pas de précipitation, bien leur expliquer qu'ils ont raison, il y a peut-être des difficultés cognitives. Chercher, on va le voir en primaire, éventuellement d'autres explications. Et enfin, du coup, orienter vers un psychologue. J'ai fini du coup les deux premières parties. Je vais laisser la parole du coup au docteur Renard. Est-ce que sur ces deux premières parties, vous aviez des questions? Alors, on enseigne du coup. Ah oui, oui, La part génétique. la part génétique. Merci, docteur Lisée, de cette question, pour cette question. Tu peux répondre? Qui va répondre? Il y a des éléments qui nous montrent qu'en fait, il y a une part effectivement génétique et qu'on retrouve sur les parents du premier degré souvent. Parenté de premier degré, donc ça peut être parents ou enfants, hein, c'est le plus simple qu'on va regarder dans un premier temps. Des personnes qui ont aussi des difficultés. Ce qui est compliqué, c'est que, comme je vous parle, nous, des adultes qui viennent de générations sur lesquelles il n'y avait pas forcément un dépistage ou une vigilance systématique, c'est que moi, souvent, chez mes patients adultes, ils peuvent pas m'amener d'éléments très clairs, comme quoi il y avait un proche, souvent un parent qui était atteint. Par contre, beaucoup plus fréquent, ils ont un enfant qui est atteint. Ils ont un enfant qui est suivi et traité avec du méthylphénidate. Alors ça vous donne un argument supplémentaire si vous avez bien fait le travail de débrouillage pour, oula, attention, et lui, en fait, c'est passé peut-être sous les radars, ça vaudrait le coup qu'il soit évalué, en effet. S'il a des plaintes cognitives sans explication et que son enfant il est suivi pour un TDA, ça questionne. Voilà. Ça peut être alors, ça expliquerait. Il y a des cas de figure où enfant TDA ne veut pas dire que le parent a un TDA, hein, soyons clairs. Mais ça peut être un argument supplémentaire s'il y a des plaintes cognitives pour aller effectivement le bilan. Donc oui, il y a une part génétique. Par contre, je n'ai pas le chiffre à vous donner. Je ne peux pas vous donner là. On pourrait aller creuser, mais je n'ai pas de chiffre à vous donner sur. Je donne la parole à Sophie, peut-être. Ouais. Oui, vas-y, Sophie. Non, juste par rapport à ça, c'est juste, effectivement, moi, c'était plus quand je vois des enfants et qu'on évoque ça, ou des enfants des parents qui viennent me voir pour les problèmes d'attention de leurs enfants et qui, du coup, me parlent de leurs problèmes. Donc, mais j'imagine qu'après, on va parler de comment bien, à qui orienter, vraiment. Et non, sur le bilan de neuropsy, est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'on le fasse faire avant que le patient ou la patiente rencontre un psychiatre, étant donné le coût du bilan de neuropsy en libéral? Euh, Très clairement, pas d'intérêt. Enfin, quoi. C'est dire que tu as un Il y autre a avis un que nous. débat qui est en train de. Alors, Célia nous donnera son avis après. Moi, je vous donne mon avis. Alors, j'ai aucune recommandation, j'ai pas trouvé de recommandation comme quoi il fallait faire un bilan neuropsy. Déjà, je regarde juste les recommandations. Il n'y a pas d'obligation dans la littérature scientifique qui nous dise qu'il faut absolument en faire un. Vous voyez ce que je veux dire? Deux, il y a un coût, donc il y a une réflexion en termes de coût et par rapport aux bénéfices que ça va avoir. Un bilan, c'est plusieurs centaines d'euros aujourd'hui, sur plusieurs éventuellement séances, effectivement, qui n'est pas remboursé. Pour un bénéfice qui va vous dire quoi? Alors, ça va dépendre de ce que le neuropsychologue fait. Donc, je pense qu'il y a une variable en fait en fonction du neuropsychologue qui vous adressez. Donc, ça va être en fonction sur qui vous tombez et qu'est-ce qu'il va utiliser comme outil. Et sur finalement le fait qu'il soit à l'aise et qu'il fasse un examen de débrouillage. En fait, le neuropsycho, il peut aussi faire un petit travail de recherche clinique. Donc, ça pourrait débrouiller en fait finalement la situation pour gagner du temps. Mais en fait, ça va vraiment dépendre de votre carnet d'adresse de neuropsychologue. Donc ça, je dirais que c'est pas systématique, parce que si c'est juste pour, vous voyez, aller faire une VICE, c'est-à-dire, enfin, excusez-moi, pas une VICE, mais un WISC, enfin, un test un peu d'évaluation des performances justement de QI, etc., ça ne va pas vous apporter grand-chose. Il y a des tests spécifiques attentionnels qu'on peut faire qui peuvent vous montrer que l'attention est altérée, mais pareil, est-ce que ça va vraiment vous faire une certitude diagnostique? Voilà. Bien comprendre qu'en fait, aujourd'hui, on n'a aucun, même un bilan neuropsychologique bien conduit, qui trouvent des difficultés attentionnelles, qui trouvent des difficultés des fonctions exécutives, ça ne suffit pas à se dire c'est sûr, c'est un TDA. Ça vient rajouter des arguments complémentaires. Donc l'intérêt, je pense que ce qui va avant le bilan, c'est vraiment quand même un interrogatoire bien conduit. Comme chez les enfants, un interrogateur croisé en fait du patient, mais également de ses proches. On prend notamment les parents et notamment, alors
On, on demande souvent à quelqu'un qui a connu le patient, souvent adulte, jeune, de nous dire est-ce qu'il y avait des difficultés dans l'enfance et souvent dans un peu le parcours scolaire. On demande aussi à des proches à l'âge adulte si dans le fonctionnement adulte, eux, ils perçoivent des choses dans le fonctionnement qui sont difficiles, s'ils ont tendance à le compenser, etc. Et en fait, on croise comme ça les regards. Et ça prend un peu plus de temps. Et ça, en termes de démarche diagnostique, c'est un peu plus, je dirais, puissant que uniquement le bilan neuropsychologique. Vous avez des questionnaires standardisés. C'est vrai que je suis passé un peu, j'ai oublié cette partie dans la présentation, mais vous avez des questionnaires. Moi, j'utilise beaucoup le DIVA, mais franchement, en soins primaires, je ne voulais pas trop rajouter de détails. Ça va être, c'est long à utiliser. Il faut qu'il y ait un proche aussi. Souvent, on fait une restitution avec le proche, donc c'est pas. Voilà. Mais il y a des outils qui existent, mais en fait, il n'y a aucun. C'est un peu comme les diagnostics psychiatriques en fait en général. Hein. J'ai aucune capacité à vous dire que là, il y a une certitude diagnostique, c'est un TDAH. J'ai un faisceau d'arguments qui me dit que c'est une hypothèse forte et on va du coup aller au traitement, on va aller à la prise en charge. Mais je ne peux pas vous garantir à 100% que c'en est un. En tout cas, j'ai fait le travail pour être sûr que j'ai aujourd'hui pas d'autres explications pour moi qui expliqueraient vos difficultés cognitives. Et surtout, ça a l'air d'être là depuis pas mal de temps. Il y a un impact fonctionnel. Voilà ce qu'on pourrait vous proposer. Le patient, ensuite, il est d'accord ou pas. Mais en tout cas, voilà. Moi, je mets le bilan neuropsychologique, mais je pense que c'est vraiment à discuter et à réfléchir au cas par cas, pas en systématique. Alors, Célia avait peut-être un. Non. Moi, je pose quelques questions, c'est une réponse complètement aucun intérêt. Enfin, Ah oui. intérêt du bilan neuropsy. Non, oui, Ah oui, ça pas. D'accord. Ouais, d'accord. Alors, peut-être j'ai été un peu trop tranché. Il n'y a pas d'intérêt, en effet. Excusez-moi. Il est limité. Mais l'intérêt est limité et je pense que ça se discute un peu au cas par cas et ça changera. C'est très rarement quelque chose qui va changer vraiment votre vision sur la problématique du patient. Donc, ce qui est beaucoup plus performant, c'est votre interrogatoire. Si on a le temps, et c'est pour ça qu'on oriente plutôt sur le spécialiste qui va prendre le temps de le faire. Je vous montre un peu à quoi ressemble la DIVA, une échelle. Vous voyez, en fait, vous avez des parties de questionnaire qui évoluent symptôme par symptôme. À gauche, vous avez les exemples à l'âge adulte qu'on peut faire remplir au patient ou un de ses proches qui connaît à l'âge adulte, souvent le conjoint ou la conjointe. Et ensuite, à droite, on a plutôt exemple dans l'enfance, et là, on demande souvent à un parent de remplir. J'attire votre attention qu'on est souvent embêté de nous dès qu'on fait ça, parce que souvent aujourd'hui, dès qu'on prend un patient adulte, on demande aux parents de remplir cette partie-là et ils mettent qu'il n'y a aucun problème. Bah oui. Systématiquement, quasi systématiquement. Parce que pour eux, c'est hors de question, c'est pas acceptable de se dire qu'on est passé à côté d'un problème de notre enfant. Et donc, très souvent, on est dans des démarches sur des cas mais hyper typiques, hein, où on fait bien les choses pour nous, on est vraiment dans une hypothèse forte d'un TDA, où les patients reviennent avec des choses très significatives à gauche, même les proches le mettent, et à droite, non, aucun problème dans l'enfance, voire même ils se sont fait envoyer balader par leurs parents dès qu'ils sont venus avec le questionnaire. Ouais, voilà. Et en effet, donc Célia me souffle, mais c'est en fait la petite astuce qui marche en effet très bien, c'est de demander de ramener s'ils les ont les bulletins scolaires et de lire les appréciations des profs. Alors pareil, hein, ça a une validité scientifique discutable, mais en fait, dans la réflexion pour chercher un peu les hypothèses et revenir un peu et voir si on a un faisceau d'arguments avec des choses qui étaient présentes dans l'enfance, voilà. Et des fois, vous avez des bulletins scolaires qui sont assez précieux. Je crois qu'on en a quelques-uns. Okay. Avec vraiment dans la lune, tient pas en place, etc. On va voir. Tous les profs. Voilà. Et avec... C'est ça. Mais vraiment de génération, je vous le dis, où la question se posait quand même beaucoup moins. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on a une partie de nos patients qui sont passés sous les radars, qui viennent un petit peu plus. Voilà. Je pense que ce sera moins le cas dans les générations à venir. Il y aura d'autres problèmes, tu as raison. L'interrogatoire de débrouillage. Ah oui, c'est vrai. Alors, excusez-moi, j'ai fini ma partie, mais en fait, j'avais quelques diapos. Donc, au même titre qu'il y avait l'explication simple en médecine générale, je finirai par l'interrogatoire simple en médecine générale. Comment moi, en soins de premier recours, je peux faire ça. En gros, si vous avez des éléments, je questionne est-ce que c'est ancien ou pas, même si je ne fais pas la diva, tout ce qu'on a dit, ouais, ce que je veux dire, au moins, ça va me permettre d'avoir un premier élément de discrimination. Deux, de questionner leurs répercussions et leur transversalité. Des troubles des fonctions exécutives, ça touche tous les aspects de sa vie. Si c'est uniquement dans un aspect de ma vie, ce n'est pas un TDA, ce n'est pas un trouble des fonctions exécutives. Si moi, j'ai des difficultés que dans mon travail, le problème, c'est le travail. Ou mon rapport au travail. Si j'ai des difficultés que dans mon couple ou qu'avec mes enfants, bah,
c'est probablement pas une problématique transversale des difficultés exécutives et probablement plus contextuelle ou avec plein d'autres explications possibles. Questionner les antécédents familiaux au premier degré, du côté des parents ou du côté des enfants, et éliminer, je dirais, ce qui est simplement éliminable en diagnostic différentiel en premier recours. On va parler vraiment de l'anxiété et de la dépression pour faire simple, ou de situations de difficultés adaptatives sous l'influence de stress environnemental, professionnel, familial, conjugal. Restons. Voilà. Et ouais, c'est vrai que si votre patient il picole, bah, il va avoir un trouble des fonctions exécutives. Et si vous n'en a pas parlé, qui paraît très clean, c'est vrai qu'on peut se faire avoir. Mais ça peut être vraiment une problématique masquée addictive en effet. Et en cas de doute raisonnable, une fois que vous avez fait un peu cette démarche de débrouillage, on la verra dans le cas clinique de fin, hein, cette démarche de débrouillage, comment on peut vous montrer que ce n'est pas si compliqué que ça en fait à faire. Et bien du coup, on oriente vers le spécialiste si on a un doute raisonnable. J'ai fini ma partie pour de bon. Est-ce qu'il y a des questions du coup à partir de là, ou est-ce qu'on enchaîne avec la prise en charge? Je pense qu'on peut enchaîner et puis il y aura peut-être des questions sur les cas cliniques. On enchaîne. Ah, il y a une main qui s'est levée, Sophie, qui veut. C'est encore la relou. Merci, Sophie. Pourcentage de TDA chez les polyaddicts. On peut checker exactement. On n'a pas de chiffre, mais ça a été la porte d'entrée un peu historique, classique à l'âge adulte, en fait. Pendant pas mal de temps, ça a été vraiment, ils ont des addictions, posons-nous la question, est-ce qu'ils n'ont pas un TDA qui compense via la prise souvent de psychostimulants, en fait, dans leurs addictions et dans leur polyconsommation. Et souvent, au début, il y a eu un amalgame entre polytoxicomane et TDA passé sous les radars. En fait, c'est pas si systématique que ça. C'est juste que quand on est dans des profils de prise en charge, effectivement, on se pose toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés cognitives qu'ils auraient un peu automédiquées? Mais en réalité, il faut voir plus large, c'est-à-dire que tout polytoxicomane peut se poser la question s'il n'y a pas un autre trouble et qui compense, vous voyez ce que je veux dire, par la prise de toxiques, qui pourrait être finalement un trouble anxieux, une dépression, des difficultés cognitives comme un TDA, un trouble de l'humeur bipolaire, etc. Donc en gros, c'est plutôt, faut pas trop avoir le réflexe polytoxicomane TDA, faut plutôt avoir le réflexe polytoxicomane trouble psychiatrique. Et après, je dirais, du coup, par contre, c'est vrai que c'est une comorbidité qui est très fréquente chez les patients TDA. Et du coup, il faut aussi dire chez les ados que vous suivez potentiellement qui ont un TDA, l'addiction reste un risque. Donc, il faut peut-être avertir et informer. Et dans ce qu'on vous a montré tout à l'heure, ça reste un risque élevé parce qu'en fait, dans l'altération des fonctions cognitives, il y a l'altération du circuit de la récompense. Et ils ont plus que la moyenne un besoin de satisfaction immédiate. Ils ont plus de difficultés à s'inhiber, à différer la récompense. Et donc, du coup, c'est des sujets plus à risque de tomber dans les addictions. Voilà, c'est pour bien comprendre aussi pourquoi il y a un lien explicatif avec les addictions. C'est que vraiment, ils ont un terrain addict plus à risque, entre guillemets, que vraiment la moyenne. C'est bon, Sophie, ou tu voulais qu'on. Ta main est toujours levée? Ok. Merci. Donc, on enchaîne avec la prise en charge du TDA. Donc, comme on l'a dit, c'est un diagnostic qui est compliqué, avec beaucoup d'interactions avec notamment l'environnement, c'est ce qu'on a beaucoup répété tout à l'heure. L'environnement qui peut mimer des symptômes ou qui du coup peut agir aussi sur le traitement du TDA. Donc, une première grosse étape, je dirais, c'est tout ce qui est psychoéducation, c'est donc expliquer ce que c'est vraiment un TDA aux patients, c'est prendre le temps de voilà, ce que tu arrives à rappeler, là, d'expliquer les fonctions exécutives, comment ça fonctionne, quel rôle va jouer le TDA dans ces différentes fonctions exécutives. Et après, du coup, il y a tout ce qui est donc, action sur l'environnement et sur les apprentissages de techniques compensatoires, en fait. Donc ça, c'est tout un tas de solutions qu'on trouve notamment grâce aux thérapies cognitives et comportementales. C'est vraiment, j'allais dire, c'est des conseils pratico-pratiques que finalement, en préparant le topo, on s'est rendu compte qu'on faisait un peu tous de façon un peu spontanée, de s'organiser, de planifier, de tenir un agenda. Tout ça, c'est des choses qui sont du quotidien, mais qui, en fait, pour les patients TDA, sont de l'ordre de l'exercice au départ, avec des choses qu'il faut qu'ils apprennent et qu'ils intègrent et qu'ils refassent beaucoup. Donc voilà, du coup, c'est de l'organisation, c'est des techniques de prise de notes, de liste de tâches, lutter contre la procrastination, des techniques de gestion de l'attention.
Du coup, comme il y a aussi tout ce qui est gestion des émotions, bah, ça va aussi rentrer dans les thérapies qu'on va proposer. Gestion voilà, de l'impulsivité. Après, je ne sais pas si on rentre dans le détail de chaque technique, mais globalement, c'est un peu ça. C'est ce qu'il faut retenir, c'est bah, de leur apprendre et de leur expliquer que bah, s'organiser, prendre des notes, tenir un agenda, de se mettre des rappels sur son téléphone, tout ça, ça va jouer un rôle en fait sur leur capacité compensatoire de leur TDA. Et du coup, après, toutes les techniques aussi voilà, de gestion des émotions avec de la relaxation, avec notamment, après, c'est ce qu'on disait aussi, les fonctions exécutives, bah, la fatigue joue sur la capacité attentionnelle et que donc, du coup, les temps de repos sont importants, les temps de pause sont importants. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aborder déjà sur la gestion vraiment pure de l'environnement et du patient face à ces techniques compensatoires. Et comme son nom l'indique, c'est compensatoire. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de traitement, en fait. En réalité, il faut bien comprendre. C'est neurodéveloppemental, comme on vous l'a dit. Il n'y a pas de retour en arrière. Le cerveau, il ne va pas se développer à nouveau différemment à l'âge adulte, etc. Donc, en gros, ils doivent compenser leurs troubles. Ça, c'est la démarche un peu qu'ils doivent comprendre. C'est qu'il n'y a pas le traitement, en fait, Caro va vous en parler après. Ça ne résout pas le TDA, ça le compense aussi. Et les techniques non médicamenteuses compensent également. Considérez que c'est quelqu'un qui, je vais faire un parallèle, alors souvent je fais attention à le parallèle. Quelqu'un a du coup une entorse, il peut avoir du coup une béquille, je sais pas si, ouais, il a une jambe cassée, voilà, et, du coup voilà, il va utiliser une béquille pendant un temps, vous voyez ce que je veux dire. Ou quelqu'un a une malformation à un niveau de la jambe, il peut avoir du coup une béquille qui va l'aider à marcher et à pouvoir être autonome dans sa vie. C'est un peu ça, finalement, les techniques compensatoires, c'est comment je vais compenser quelque chose qui est un peu invisible, ces fameuses difficultés exécutives, pour qu'elles me gênent moins dans la vie. Mais je ne les ferai pas disparaître. Donc ensuite, tout ce qui est les traitements directement médicamenteux, donc je parlais un peu de relaxation, il y a des techniques de mindfulness qui sont des TCC de troisième vague. Après, du coup, on parlait de ce qui était important aussi pour gérer l'environnement, et tout ce qui est des règles d'hygiène en fait, alors sur l'alimentation, il y a des nouveaux trucs. Bon, globalement, c'est une alimentation équilibrée, ça c'est logique pour tout le monde. Le sommeil, c'est quelque chose de très important chez les patients TDA, parce que du coup, ça permet de pouvoir mieux gérer bah, au quotidien la capacité attentionnelle et l'activité physique. C'est un peu comme pour tout le monde aussi, mais ça permet aussi de pouvoir un peu gérer, on va dire, je dirais, un peu exprimer l'impulsivité et la nervosité qu'ils peuvent avoir et contenir au quotidien. L'activité sportive peut vraiment aider là-dessus. Après, il y a une technique qui s'appelle le neurofeedback. Ça, c'est un peu un principe de rééducation, en fait, où, si vous voulez, le patient va être relié avec des électrodes à un ordinateur qui va pouvoir un peu stimuler sa concentration. Et dès que l'ordinateur va capter qu'il baisse en concentration en attention, ça va lui envoyer un petit rappel en disant ah, attention, il faut revenir un peu dans le sujet, quoi. Bon, voilà, ça fait partie des techniques qui existent dans les prises en charge du TDA. Après, je trouve que c'était intéressant de vous le présenter. Après, c'est pas le truc le plus fréquent, mais le truc que tout le monde peut faire. C'est moi, je ne suis pas sûre de connaître un professionnel qui le fait, mais c'est écrit et ça existe. Donc, le traitement médicamenteux, on parle vraiment pour l'adulte. Il repose sur le métier de Fénidate, en sachant que pour l'adulte, c'est surtout le Concerta, c'est le Concerta et la Ritaline qui ont l'AMM. Un traitement initié du coup par un médecin spécialiste et avec un renouvellement annuel, mais c'est plus forcément hospitalier. Ça a changé sur les dernières années. Et du coup, par contre, le renouvellement mensuel et les adaptations de doses sont possibles du coup, en médecine générale. Donc ça, c'est possible que vous y soyez confronté si nécessaire. Donc, le traitement médicamenteux, ce qu'on voulait insister aussi, c'est que ça reste un traitement de deuxième intention. Que quand même, comme on l'a bien dit, l'environnement joue un rôle très dominant sur les symptômes du TDA, ou même, comme je disais tout à l'heure, niveler des symptômes du TDA. Donc, la première intention, ça reste quand même des mesures environnementales avec, on va se parler sur les techniques de TCC, de mesures compensatoires, quoi. Après, si vraiment le traitement reste nécessaire, si le patient présente toujours des difficultés dans son quotidien, etc., ou si il reste un doute diagnostic, c'est vrai que nous, c'est aussi une technique, prescrire le traitement pour voir la réponse clinique au traitement, ça reste quelque chose qu'on utilise
pour valider le diagnostic, mais ça reste vraiment en deuxième intention. Il faut un bilan préthérapeutique complet avec notamment un avis cardiologique. Il est obligatoire chez l'adulte parce qu'il y a de nombreux risques de nombreux cas de mort subite, notamment en lien avec le méthylphénidate, parce que ça reste quand même des amphétamines, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Avec du coup une surveillance essentiellement de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque et la staturo-pondérale, parce que du coup, c'est surtout vrai chez les enfants, mais il y a une variabilité au niveau du poids qu'il faut surveiller. C'est pareil chez l'adulte, il peut y avoir des pertes de poids, il peut y avoir des troubles du sommeil, d'où le fait que ce que je disais sur les règles gynécothétiques sont importantes aussi en lien avec le traitement, euh, parce que du coup, le méthylphénidate peut entraîner des insomnies, donc si déjà de base le rythme de sommeil du patient est dans les chaussettes, ça ne va pas arranger les choses, quoi. Voilà. Si vous avez des questions sur le méthylphénidate ou si vous avez d'autres... On n'a pas mis de règle de prescription exprès, parce que là, on s'adresse vraiment au premier recours où vous n'allez pas prescrire. L'ajustement des doses, c'est assez simple, hein. Franchement, vous avez les références vraiment dans le Vidal, sur la Ritaline ou autre. Si vous ne voulez pas trop prendre de risques, vous laissez ça aux spécialistes, hein. Franchement, il ne faut pas trop vous casser la tête. Il faut par contre résister à des demandes de certains patients de vouloir monter le méthylphénidate. Le petit propos qu'on pourrait rajouter, c'est que dès que ça marche, c'est hyper impressionnant. Vous avez peut-être eu des patients qui ont eu ce traitement et que vous avez vu avant, après traitement, et avec vraiment un bénéfice ressenti. Ça fait partie des rares traitements quand même qu'on a mis en psychiatrie en tout cas. Vous avez un effet le jour même. C'est-à-dire que le patient prend le traitement dans les 15 à 45 minutes qui suivent, il va vous dire que ah ouais, ça a vraiment changé sa matinée, sa journée, ses capacités du coup à gérer sa journée, etc. C'est vraiment, vous avez des choses qui peuvent être extrêmement significatives. Et donc après, en fait, la difficulté de ce traitement, c'est que des fois, les patients, ils sont très contents parce qu'en fait, ils sont sous produits dopants. Je vais être un peu... votre patient peut avoir un bénéfice, du coup, à être en fait sous psychostimulant. Donc, ce que je veux dire, un bénéfice parce que ça lui coupe la faim, un bénéfice parce qu'il se sent vachement plus en forme, parce qu'il avait une espèce d'asthénie sous-jacente, parce que qui traînait multifactoriel probablement. Et en fait, votre patient va vous dire que ça marche vachement bien chez lui. Et en fait, ça fait partie aussi de notre travail quand vous le gardez. On vous le dit pour ce qui se passe en fait après, finalement, dans la patient. C'est que nous, en fait, dès qu'on prescrit, on ne s'arrête pas juste à il est mieux, on vérifie ce qui fait que c'est mieux. Et on ne va pas forcément garder le méthylphénidate chez quelqu'un où on se dit que le bénéfice ressenti n'est pas du tout là où on l'attendait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration franche, notamment de ces fameuses fonctions exécutives et notamment attentionnelles, de flexibilité, d'organisation, de planification, de émotionnelle. On a un bénéfice uniquement psychostimulant, dopant, quoi, en fait, entre guillemets, qui certes est agréable, mais qui n'est pas du tout ce qu'elle recherchait. Et du coup, on ne va pas forcément persister là-dessus. Et en fait, vous serez peut-être sollicité, je vous donne quand même cette petite chose complémentaire, par des patients qui peuvent vous demander, parce qu'ils ont bien vérifié, ou ils ont vu, ou entre temps le psychiatre il est parti à la retraite, etc., ou le neurologue, etc., ils vont venir insistant sur des renouvellements, alors ils ont bien une ordonnance, en vont pousser un peu la dose, voilà. Et je pense que si vous êtes devant quelqu'un qui est comme ça, c'est répété, etc., réorientez-le vers un spécialiste, ou au moins questionner, mais en fait, finalement, ça vous apporte quoi? Parce que s'il vous dit, bah, moi, je me sens vachement plus en forme avec, c'est pas ce qu'on cherche. Voilà. Voilà un peu en complémentaire. Du coup, il y avait d'autres points importants, mais je les ai notés. La question que nous, on se pose souvent, c'est est-ce qu'il y a vraiment nécessité d'un traitement à l'âge adulte? Alors, déjà, il y a quand même 65% des enfants qui présentent un TDA qui ont toujours des symptômes à l'âge adulte. Donc, pour tout cela, c'est quand même en effet important et intéressant de poursuivre le traitement. Et ensuite, du coup, il y a des études qui ont prouvé qu'il y avait quand même une efficacité du traitement à l'âge adulte versus un placebo. Alors, c'est des études qu'il faut prendre un peu avec des pincettes parce que c'est impossible d'avoir des études claires avec le même environnement pour tous les mêmes patients sur une même durée. Donc, comme on sait que l'environnement joue, forcément, ça joue aussi sur les résultats des études menées, mais quand même, il y a une efficacité du traitement. Et comme on le disait, dans les expériences cliniques qu'on a, les patients qui ont un vrai TDA, qui sont traités, c'est un effet magique du jour au lendemain, ça leur change la vie, vraiment dans tout ce qui est capacité de concentration et de planification et d'organisation au travail. C'est des adultes qui vraiment le disent très clairement. Après, l'autre question qui est un peu compliquée dans le cas du TDA adulte, c'est la durée du traitement.
Alors ça, bah, du coup, on ne sait pas. Voilà, clairement, il n'y a pas de consensus là sur le maintien du traitement sur la durée dans le temps. Dans les dernières recos de l'HAS du coup, de 2023, ils disent quand même, comme tout le temps, hein, qu'à un moment, ça vaut le coup de réévaluer systématiquement tous les patients qui présentent ce traitement pour voir si, bah, comme c'est Pierre, est-ce que c'est vraiment, ça leur apporte vraiment en lien avec le TDA ou est-ce que ça leur sert dans autre chose dans leur vie. Et après, comme c'est un traitement plus efficace dans l'heure qui suit, est-ce que c'est nécessaire de le maintenir au quotidien ou sur des tâches ponctuelles dans leur, voilà, ça c'est des choses qui sont à re-questionner régulièrement en fait, avec ces patients-là. Mais il n'y a pas de consensus actuellement dans les études scientifiques sur le maintien du traitement ou pas et sur la durée à l'âge adulte. Voilà, donc les conseils simples pour vous, médecins généralistes, à notre sens, qui sont importants, le message que vous pouvez donner à vos patients, c'est en termes de traitement, déjà tout ce qui est psychoéducation, importance des règles hygiéno-diététiques, tout ce qui est du coup qui va toucher l'environnement, parce que du coup, comme je le disais, alors il y a des techniques après de thérapie en PCC qui sont un peu plus spécifiques, mais déjà tout ce qui est, enfin, c'est un peu du bon sens, hein, mais de pouvoir favoriser des temps de pause, des temps d'arrêt, des tâches de planification, limiter le multitâche. Et après, du coup, c'est en effet des choses qui sont un peu du cas par cas, mais c'est possible d'adapter les postes de travail. Typiquement, les open space, c'est des trucs que les patients TDA ne supportent pas et c'est impossible pour eux. Donc ça, c'est des choses à discuter et à voir, et que déjà, vous, en tant que médecin généraliste, vous pouvez mettre en place de votre côté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le traitement du TDA là, avant qu'on passe au PQI? On a essayé vraiment d'être concis. On n'est pas rentré dans tous les détails possibles parce que pour nous, je pense que l'intérêt va être limité, en tout cas en premier recours. Et voilà, on voulait vous apporter une vue d'ensemble de ce qu'est vraiment le TDA, de la complexité finalement du TDA et des options à nos dispositions pour l'évaluer et le prendre en charge. Et comment vous, finalement, en soins primaires, on peut quand même se positionner dans le TDA sans dire ça ne me concerne pas, parce que vous allez être confronté à des patients qui ont des troubles des fonctions exécutives, si je reviens à ce que j'ai dit dans le voilà, et il faut y penser, quoi. Faut y penser. On fait un temps d'arrêt un petit peu là, c'est ça? Ah. Ouais, bah, vas-y, c'est bien. Célia, tu as le droit de poser une question. Alors attends, t'as la vidéo, Célia? Je me suis pas posé la question, mais c'est en vous écoutant que je me pose la question. Et après, j'ai raison, je suis très pointée dans mon temps parce que dans la note, c'est pas possible par la chaîne. Désolée. Une question de psychiatre au psychiatre. Ah oui, pardon, on a posé la question. Notamment du Concerta en ce moment qui est compliqué à se procurer. Est-ce que du coup, vous, médecin généraliste en soins primaires, avez l'autorisation de préconiser une autre molécule de remplacement sur le renouvellement en fait? Et nous n'avons pas la réponse, c'est-à-dire, moi je pense que c'est plutôt le pharmacien, il ne faut pas hésiter, surtout si le patient en tout cas a un bénéfice certain à ce traitement, pourquoi pas le re-questionner au passage, vous voyez, en fait il vous sert à quoi ce traitement? Si vous dites c'est parce que ça permet d'être resté en forme, bon, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas le but du traitement. Mais ça me permet d'être fonctionnel dans mon quotidien, ça me permet de ne pas oublier, de m'organiser, d'être concentré sur ce que je fais. Oui, ça c'est l'objectif. Et si bon, vous trouvez que c'est quand même plutôt pertinent, bah, pouvoir, pourquoi pas, passer un petit coup de fil au pharmacien s'il n'y a aucun spécialiste dans la boucle et lui dire quand même c'est important, trouvez-lui un équivalent, quoi. Parce qu'après, il y a des tables d'équivalence qui existent, vous pouvez regarder, mais c'est plutôt dans des bouquins spécialisés de prescription en psychiatrie que vous ne trouverez pas l'équivalence sur le DIDA. Sur Internet, rapidement, on peut trouver maintenant, mais le pharmacien, il peut aller chercher ça. Tu avais une question avant de Marie Borel? Est-ce que tout psychiatre est potentiellement compétent? Attention, on va les vexer. Ou faut-il adresser un réseau spécialisé de psychiatrie? Je vais laisser des gens plus politiquement corrects que moi répondre. Oh, elle est bien la question, Pierre-Yves. Merci Thierry. Merci Marie pour la question qui les met bien dans l'embarras. Moi, qui me ravit cette question. Non,
Alors, Oui. officiellement, normalement, tout psychiatre devrait être pour diagnostiquer un TDA. Spécifiquement, en effet, je dirais la jeune génération de psychiatres sont mieux formés et un peu plus aguerris à cette question, pour répondre gentiment. Oui, enfin, Je en, pense. en fait, c'est un peu comme toute problématique, j'ai envie de vous dire, quasi psychiatrique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de compétences pour aller évaluer tel type de trouble et ils vont être plus à l'aise sur ce type d'évaluation. Euh, donc, c'est à nouveau en fait personne dépendante. Comme j'ai envie de vous dire, si je retourne, certains médecins généralistes sont plus à l'aise sur certains types de questions, certains types de suivi que d'autres. C'est un peu le même cas dans le champ de la psychiatrie, de voir un peu le nombre de possibilités, on va dire, de troubles et le nombre de troubles différents. Si on englobe en plus la part psychologique, il y a quand même beaucoup de choses. Je pense qu'il faut poser la question et se renseigner. Et en tout cas, je pense qu'il faut que votre patient soit un peu critique ou vous pouvez en discuter avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que franchement, en 3 questions en un seul entretien, c'est pas une évaluation d'un TDA. D'accord? C'est du débrouillage, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça pourrait être la facilité de poser 3 questions et de mettre du méthylphénidate avec un bilan pré-thérapeutique. Normalement, ce qu'on vous a dit, une évaluation bien conduite, c'est un interrogatoire approfondi, une élimination différentielle approfondie, un interrogatoire de l'entourage, de passation un peu de questionnaire, avant de discuter éventuellement les fameuses techniques compensatoires, et quand il y a vraiment peu de doute, d'aller du coup au traitement, ou quand justement au contraire on est dans les cas un peu bâtards, pourquoi pas faire un traitement d'épreuve. Et du coup, ça prend quand même souvent plusieurs entretiens avant d'arriver seulement à la prescription et l'évaluation de l'efficacité, qui elle-même va demander normalement un travail pareil rigoureux. Est-ce que l'efficacité obtenue est vraiment l'efficacité cherchée ou est-ce que c'est juste l'effet dopant qui est sympa? Voilà. Et en fait, quand tout ça c'est bien conduit, on estime que c'est une bonne prise en charge. Après, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme tout. On pourrait faire le côté bûcheron, poser 3 questions, mettre du méthylphénidate, le patient il s'améliore, ça arrive aussi. Hein. Mais c'est pas vraiment ce qui est recommandé. Donc, on n'a pas de réseau à vous conseiller. À un moment, il y avait beaucoup les addictos qui étaient sur le coup. Alors, toujours un peu, ça reste quand même, les addictologues sont souvent assez sensibilisés à cette question, pour des questions historiques. Bon, voilà, ils sont quand même, ça a été quasi les premiers à se saisir, en tout cas, de cette évaluation du TDA. Mais on n'a pas de réseau vraiment spécialisé. Il faut vraiment, voilà, mais je pense que ça peut être assez simple de réfléchir comme Caro nous a dit. C'est vrai que la jeune génération est quand même plus sensibilisée à cette question du TDA, euh, qui sont quand même des choses récentes hein, dans la sensibilisation, dans les apprentissages, sur quoi on est vigilant d'un point de vue clinique. Moi, j'ai une question, mais en fait, c'est pas vraiment une question. Euh, Si on considère mon premier recours, un médecin généraliste, s'il a une patientèle où il suit deux, trois patients qui ont des troubles bipolaires ou schizophrènes, et qui n'a pas de patients atteints de troubles déficitaires de l'attention, on peut se poser la question de dire qu'on n'a pas su repérer certains patients. Moi, c'est la question que je me pose parce que si tu veux, la Ritaline chez les adultes, j'en ai pas vu, moi, du tout. Alors, peut-être que je suis d'une autre génération de médecins aussi, peut-être, pas attendre que je rajeunisse. Alors, je sais pas, vous avez une expérience sur votre activité, enfin, un petit retour dessus pour. Alors, moi, c'est une question qui m'intéresse. Ouais. Ouais, Merci. je pense que, alors, soit c'est des patients qui ne sont pas forcément conformés de ce que c'est aussi le TDA, hein, parce que c'est à la mode, mais tout le monde ne sait pas encore forcément exactement ce que c'est. Ou alors, c'est aussi qu'il y a beaucoup de patients qui compensent bien hein, et qui s'en plaignent pas et qui, en fait, vivent leur vie et qui ne voient pas forcément l'intérêt d'en parler avec leur médecin généraliste hein, en ce moment. Après, nous, en effet, comme c'est des patients qui ont tendance à avoir plus de comorbidités, ben, on en voit plus. Parce que nous, mais en fait, c'est pareil, comme on part un peu à la mode. Aujourd'hui, on a des patients qui arrivent en disant peut-être que j'ai un TDA. Ouais. Ah oui, il y en a déjà. Ouais. Par contre, mais au même titre qu'il y a des patients qui arrivent en disant peut-être que je pense que je suis HPI, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, ça, oui, ça, il y en a beaucoup. Ça, c'est des choses qu'on voit arriver. Et après, c'est aussi des patients où en fait, c'est à l'occasion d'une dépression ou d'un trouble anxieux massif ou de addictive, où finalement, de façon sous-jacente, on se rend compte que le problème de fond, c'était celui-là. Mais du coup, c'est avec des comorbidités que nous, on en voit plus. En médecine générale, je pense que finalement, c'est la partie des patients qui compensent bien et qui ne s'en plaignent pas. Hein. Moi, j'imagine même.
Moi, ce que je rajouterais juste, c'est que le fait que le patron ait préféré l'utilisation donc sa prescription ne veut pas dire qu'il n'a pas de TDAH, comme disait Pierre-Yves, et que le traitement par méthylphénidate, le traitement médicamenteux par méthylphénidate vient compenser. Certaines fois, même si le diagnostic est bien fait, le traitement par méthylphénidate ne compense pas le trouble et il n'y a pas d'indication à poursuivre le traitement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de TDAH. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas 2,5% de sa patientèle adulte qui n'a pas de Concerta qu'il n'y a pas de TDAH. Oui, non, mais c'est Légitime. Il y a aussi peut-être l'idée que la plainte cognitive, définir exactement ce que c'est, parce que, en fait, se dire, tiens, il y a peut-être une difficulté d'organisation, ou j'ai une difficulté à maintenir des attentions. Quand c'est pas extrêmement marqué, on peut se dire que c'est une variable de la norme, on peut se dire qu'on est claqué, on peut se dire que c'est une autre explication. Et en fait, le côté le plus pernicieux sur les TDA qui sont passés sous les radars, la conclusion, c'est plutôt de se dire que je suis plus con que les autres. Non, mais c'est la réalité. Hein. C'est-à-dire, souvent, en fait, c'est pourvoyeur, quand c'est passé sous les radars, d'un défaut majeur d'estime et de confiance en soi. Parce qu'en fait, la personne se rend bien compte qu'elle a des difficultés. Elle se compare à ses petits camarades à l'école. Elle n'a pas été, on ne lui a pas expliqué, elle ne sait même pas ce que c'est. Et elle va arriver à la conclusion d'elle-même qu'elle est moins bonne, moins forte, moins compétente que les autres petits camarades face à des tâches scolaires, qu'elle n'arrive pas à gérer les choses comme les autres, qu'elle est du coup plus bête que les autres. Ça a été bien montré dans des études. Ils vont faire du coup des études à des niveaux de difficulté moindres parce ils pourraient prétendre d'un point de vue purement de leur capacité du coup intellectuelle. Et en fait, finalement, ils vont internaliser et c'est pour ça que je vous dis de manière un peu cash, plus con que les autres, voilà ce que je veux dire. Et en gros, derrière, ils vont pas venir vous dire, bah écoutez, mon problème, c'est que je suis plus con que les autres, ils vont pas venir vous dire ça. Ils savent pas, en fait, qu'en réalité, c'est beaucoup plus pernicieux que ça. C'est pas qu'ils sont moins compétents, moins performants, etc. C'est qu'ils sont authentiquement, en effet, ils ont des difficultés exécutives que n'ont pas les autres, qui ont du coup des répercussions, mais eux, ils vont pas du tout l'intégrer comme ça. Et ça ne viendra pas dans la discussion, ça ne viendra pas dans les difficultés. Et c'est souvent nous comme ça qu'on va les voir, les authentiques TDA passés sous les radars, qui ne sont pas sensibilisés à la question. Ils viennent souvent ils se dépriment en fait en réalité, ou souvent ils ont un trouble anxieux. Voilà. Et en fait, en débrouillant le truc, on se rend compte que bah, c'est pas si simple, c'est pas que une dépression. Ils sont souvent avec une vraie dépréciation. Et en fait, on va essayer de remonter un peu avec les troubles cognitifs et les difficultés cognitives. Et on se rend compte qu'il y a des choses. C'est plutôt ça, la vraie évolution sourde, entre guillemets, du TDA. Et je trouve que ce que tu viens de dire, c'est un critère un peu clinique pertinent, c'est-à-dire que les personnes passées sous les radars, souvent dans la patientèle, c'est des personnes qui ont un décalage entre le niveau d'études, le niveau de travail et le niveau perçu d'intelligence, où finalement, à un niveau d'intelligence perçu comme ça au nez, hein, un peu équivalent, on attendrait qu'ils aient tel type de poste, tel type, et en fait, ils ont des postes inférieurs à ce qu'on aurait pensé pour eux. Ouais. Ça fait partie du faisceau d'arguments qu'on pourrait rechercher. Il faut chercher. Voilà. Il fonctionne. Mais en fait, c'est ça. C'est comme on l'a vu, c'est fonctionnel. Oui, Il y a peut-être plein de TDA fonctionnels. Tu as peut-être 2,5% de TDA fonctionnels. Ouais. Enfin, non, mais c'était une question de premier recours. C'est repérage, accompagnement, repérage. C'est ça. En plus, disant, peut-être que dans notre pratique, je ne sais pas bien les repérer, mais bon. C'est ce que je disais. Ok. C'est pas si simple que ça. Bon, je ne me dévalorise pas trop. Merci. Non, bon. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe sur les cas cliniques? Eh bien, je vous propose qu'on passe au cas clinique. Donc, premier cas clinique, Monsieur B qui consulte, qui consulte du coup pour des difficultés de concentration et de gestion gestion de ses tâches professionnelles. Il rapporte une sensation constante d'être débordé, des oublis fréquents dans son travail et sa vie personnelle. Il décrit spontanément qu'il a toujours eu des difficultés de concentration, mais qu'elles sont devenues de plus en plus problématiques avec le temps, surtout depuis là l'augmentation de ses responsabilités professionnelles. Puis là, c'est la cata, il a passé un poste à responsabilité, donc là, il ne s'en sort plus. Et il nous dit, mais là, je suis un peu au bout du rouleau, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à suivre des conversations, j'arrive plus à terminer mes projets dans les délais. Arrêtez-moi, docteur, j'en peux plus.
Voilà. Et là, vous êtes finalement, on est en médecine générale, hein. On va se dire, avec un patient qui vient avec plutôt finalement, vous voyez, une forme de souffrance au travail, mais qui vous a distillé quand même dans son discours quelques éléments. Donc là, au vu de ce qu'on a un peu évoqué ce soir, qu'est-ce que vous pourriez rechercher finalement? Et vous pouvez intervenir dans le chat, hein, n'hésitez pas. Personne n'ose prendre la parole. C'est écrit. Syndrome dépressif, des antécédents TDA, effectivement, une comorbidité addictive, tout à fait, une comorbidité dépressive ou une répercussion dépressive, tout à fait. Des difficultés d'enfance, parfait, en effet. On essaie d'aller voir un peu l'ancienneté, effectivement, de la symptomatologie. Il vous a donné quelques billes, mais effectivement, on y va, hein, on profite. Voilà. On a fait des cas cliniques pas trop compliqués, c'est ce qu'on vous Non, dit. parce que généralement, on fait le profil le patient et il vient parce qu'il a un petit coup de barre, il a un petit coup de fatigue et il faudrait qu'il trouve une solution, quoi. C'est vrai Ouais, que c'est pour aller vrai. chercher les troubles de la concentration, au niveau professionnel, enfin, je veux dire, c'est. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu faire un cas clinique beaucoup plus simple. J'en peux plus du boulot. Ouais, Là, c'est vraiment galère depuis que j'ai pris ce nouveau poste. Là, j'en peux plus. voilà, J'ai besoin d'un arrêt et vous n'avez pas un petit remontant, quoi. c'est ça. Souvent, ça Ouais. peut être aussi Ouais. ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. J'aurais pu le mettre version beaucoup plus voilà, directe et sans vous donner finalement un peu des billes pour aller dans le thème du TDA, quoi. Hmm. Donc, et c'est pour ça qu'en fait, c'est compliqué. Parce que moi, je trouve ça très bien ce que tu viens de dire, Brice. C'est-à-dire qu'en fait, il vient pas du tout avec une plainte cognitive en réalité. Il vient avec c'est compliqué dans certains contextes, dans un contexte spécifique de vie. J'ai besoin souvent de me mettre à distance des sources de stress via l'arrêt, ou est-ce que vous avez quelque chose, ou est-ce que finalement, et souvent ce qui est d'ailleurs plus fréquent, c'est ce que je suis pas en train de me déprimer, quoi. Ouais, c'est ça, Voilà. hein. Voilà. Et d'ailleurs, vous, les premiers réflexes vont être plutôt la Bien dépression, sûr, quoi. ouais. Ouais. Puis on a la composante professionnelle sur les tâches, en disant, ouais, c'est en lien avec le travail, quoi. J'ai un nouveau poste, j'ai la pression de bien plus sain. Voilà. Et puis aussi dans l'évaluation, donc nous, on va avoir probablement, hein, moi, je pense pas à règlement de fréquence, mais par rapport à notre travail là, depuis maintenant un moment avec la médecine générale, c'est qu'on voit qu'il y a des réflexes très forts sur l'aspect dépressif et anxieux, des réflexes très forts sur la souffrance au travail, et effectivement sur ces types de Ouais. symptomatologie un peu spécifiques. Donc, c'est pas vraiment une erreur de pas forcément les évaluer systématiquement. Mais quand il y a des petites billes comme ça, un peu cognitives, je pense que ça vaut le coup de poser quelques questions si l'ancienneté un peu de la symptomatologie. Hmm. Donc, en effet, hein, c'est la diapo de tout à l'heure, en fait, questionner l'ancienneté des symptômes, leurs répercussions. Est-ce que finalement c'est présent dans d'autres aspects que le travail? Voilà. Les antécédents familiaux, est-ce qu'il y avait des choses similaires chez vos proches, effectivement, qui eux-mêmes se trouvaient en difficulté avec des difficultés de concentration? Est-ce que du coup, bah voilà, il y a des addictions? Est-ce qu'il y a de la dépression? Est-ce que c'est cause? Est-ce que c'est conséquence? Donc ça, c'est toujours un peu plus compliqué, mais voilà. Voilà. Et on va permettre d'avoir quelques éléments. Donc là, il vous rapporte qu'il a toujours été un élève moyen, qu'il a des fluctuations importantes dans ses résultats scolaires, qu'il était toujours un peu distrait dans la lune. J'ai dit que c'était un cas facile. Du coup, au travail, il aime son boulot, mais là, il se sent constamment débordé. Il commence de nombreux projets, mais il a du mal à les finir. Il a des retards, il a souvent des reproches de ses supérieurs. Il y a aussi des répercussions dans sa vie personnelle. Il oublie souvent des tâches ménagères et des rendez-vous. Il a bien une relation stable, mais il y a des conflits souvent émergents en raison de son manque d'organisation et d'anticipation. Alors attention, ça pareil, c'est pas forcément, vous voyez, spécifique du TDA, mais du coup, ça vient dans le faisceau d'arguments général. Les antécédents familiaux, pas de troubles spécifiques dans la famille, mais notion d'un père qui était aussi très dispersé et très compensé en fait finalement par sa mère. On va avoir ça hein, chez nos adultes. Je vous rappelle, c'était pas du tout évalué à l'époque de leurs parents. Donc, on va avoir plutôt une description qui a des trucs un peu, mais ils vont pas venir avec un diagnostic. Ah oui, il y avait vraiment des difficultés attentionnelles chez mes parents. Diagnostic différentiel, vous avez, et je pense que c'est vraiment là le travail de soins primaires, il n'y a pas vraiment d'éléments francs, pas d'antécédents neurologiques, il y a de discrets éléments un peu anxieux-dépressifs, mais c'est très léger, sans argument pour un épisode dépressif ou un trouble anxieux. Et en fait, dans votre question, vous voyez bien qu'il aime plutôt son boulot, qu'il a pas Hmm. c'est pas une problématique, vous voyez ce que je veux dire, d'investissement, où on n'a pas d'autres faisceaux d'arguments sur l'aspect, voilà. Et on a ce truc ancien et on a ce truc un peu familial. À partir de ces éléments, qu'allez-vous expliquer et proposer aux patients? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vais prendre quelqu'un au hasard, hein. Allez-y, hein, c'est vraiment fait pour. Prêtez-vous un petit peu au jeu.
C'est probablement des cas qui ne sont pas hyper fréquents. On a choisi un sujet, on va dire, un peu plus spécifique ce soir que les sujets généraux, de dépression, bipolarité, troubles anxieux, mais n'hésitez pas, hein. Allez-y, comment vous aborderiez les choses? Là, vous avez ces éléments-là en main. Alors, Boris, tu ferais quoi? C'est l'avantage d'être animateur. C'est C'est ça. la roue de secours. Le micro marche pas. Alors, ah ben, Il est là, il est là. vous avez bien fait de venir me voir. Ouais, c'est ça. Et Avipsy, merci Sophie. Ouais. Explication sur le TDA, voilà. Le site TDA France, très bien. En fait, on va peut-être essayer de sensibiliser ce qu'on disait un peu sur la psychoéducation. Tout à C'est fait. ça, Voilà. psychoéducation. C'est-à-dire que là, il y a des éléments qui nous mettent la puce à l'oreille, qui puissent se renseigner éventuellement Mais on va prendre notre temps. Bah, c'est ça. On ne va pas se précipiter sur un diagnostic. Et c'est vrai que même avec ces éléments-là qu'on a sous les yeux, on pourrait se planter, hein. Ce n'est pas forcément un TDA, hein. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est ça la grosse difficulté. Et quand on a un petit truc, on a la puce à l'oreille, on pourrait dire au patient, votre truc là, ça m'évoque des petites choses, je vous invite quand même à vous renseigner dessus. Si vraiment vous, dans ce que vous avez lu, vous y reconnaissez, ça vaudrait peut-être le coup de consulter un spécialiste. Voilà. Et comme ça, au moins, on a fait notre travail. C'est pas grave s'il y a un dépistage en excès, vaut mieux un dépistage en excès qu'un truc qui passe sous les radars avec des répercussions, on a dit, en termes d'estime, de confiance et des comorbidités psychiatriques. Ouais, ça, c'est un vrai boulot, ça. Et après, alors, on vous a mis quelques petites ressources simples. Hypothèse, vous voyez, c'est une hypothèse. Un petit truc, ça m'évoque quelque chose quand même. Ça vaudrait peut-être le coup. Explication sur le fait que vous pourriez par contre pas en dire beaucoup plus comme ça, que ça demande une évaluation plus précise. Qu'en tout cas pour vous, il n'y a pas d'autres éléments dans votre travail d'évaluation psychiatrique qui expliqueraient ces difficultés ou même professionnelles. Vous voyez ce que je veux dire. Allez voir, donc là, je vous ai mis Hyper Super, qui est un des sites qu'on utilise beaucoup, qui est un site en fait de patients. Hyper Super, TDA France, voilà, qui est un des sites de ressources avec pas mal d'explications qui sont quand même sérieuses. Et c'est le fameux TDA France d'ailleurs que tu nous as donné, Sophie, c'est celui-là. Voilà, il y a un bouquin sur prendre en charge les adultes souffrant d'un TDA. Alors, bon, ça, c'est vrai que c'est un bouquin normalement plutôt à destination des professionnels et dans lequel vous avez la panoplie des techniques compensatoires. Là. Voilà, on l'a avec nous. C'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment pour les gens, c'est pas du tout une obligation. En attendant, conseil simple sur la gestion du stress, possibilité temps d'arrêt, séquençage, voilà. Vraiment, n'hésitez pas à réfléchir un peu. Voilà. Après, c'est plutôt la gestion des sources de stress classiques comme on fait d'habituel. On questionne l'arrêt de travail, on questionne du coup la surveillance, on revoit le patient pour être sûr qu'il ne se déprime pas trop, on voit un peu comment ça évolue. Ça va être le travail classique finalement de surveillance finalement d'un patient qui ne va pas bien dans un contexte où il est soumis à des sources de stress classiques. Alors, cas clinique, le deuxième cas clinique. Et ce sera le deuxième et dernier cas clinique. On finira notre soirée là-dessus. Donc, je vous invite, hein, si vous avez des questions, ne les laissez pas. Ce soir, on a fait une soirée qui ne dure pas jusqu'à 23h30. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Deuxième technique. Donc, une femme de 42 ans présente en consultation pour des problèmes de concentration et de gestion du temps qui impactent sa vie professionnelle et personnelle. Elle cadre dans une entreprise de marketing et mère de 2 enfants. Depuis quelques mois, elle se sent de plus en plus débordée et a du mal à accomplir ses tâches quotidiennes. Ayant lu récemment un article sur le TDAH, elle se demande si cela n'expliquerait pas ses difficultés. Qu'allez-vous rechercher à l'entretien? C'est ses enfants d'or, nous dit Célia. Très bonne question. Quel âge ils ont et est-ce qu'ils dorment en fait? Le sommeil. Est-ce que vous avez d'autres idées? Alors, c'est un cas clinique miroir du précédent. Ça peut être à peu près la même chose. En fait, vraiment, moi, je pense que c'est ce que doivent illustrer ces cas cliniques. Ne changez pas votre pratique. En fait, vous n'avez pas beaucoup de choses à intégrer finalement à votre pratique que vous ne faites déjà. Vous faites une évaluation, vous voyez depuis quand ça traîne, vous voyez les comorbidités. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit truc qui nous mettrait la puce à l'oreille sur un truc finalement un peu plus ancien et avec des éléments familiaux? C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc vraiment, ne voyez pas ce qu'on vous présente là comme oh là là, ça va complexifier ma pratique, etc. Non, non, c'est votre pratique habituelle avec un petit point de vigilance complémentaire en réalité.
voilà, puis du coup, c'est en miroir de l'autre cas clinique. Donc, la démarche est exactement la même, de rechercher si les symptômes sont anciens, dans l'enfance, est-ce qu'il y a des percussions, des antécédents familiaux, les comorbidités, et puis du coup, il y a un diagnostic différentiel peut expliquer les symptômes. Et dans l'ordre que vous voulez. Oui. C'est-à-dire qu'avec votre démarche habituelle, c'est ce qu'on nous dit. Il n'y a pas de formule magique qu'il faut faire exactement dans cet ordre-là, ces questions, mais voilà, avoir quelques éléments qui justement vous permettent d'aller un petit peu plus loin que c'est uniquement finalement de la souffrance au travail ou un aspect anxio-dépressif, en fait, pour un trouble adaptatif. Donc, du coup, cette brave dame rapporte que ses difficultés ont commencé il y a 6 mois, sans antécédents de troubles dans l'enfance ou l'adolescence. Auparavant, tout allait bien. Au travail, là, elle a du mal à se concentrer sur ses tâches, elle oublie les réunions, les échéances, elle se sent sous pression. Ses performances en souffrent. Dans sa vie personnelle, elle oublie fréquemment les tâches ménagères et les rendez-vous liés à la gestion des enfants. Elle se sent épuisée, ce qui provoque des conflits avec son conjoint. Elle ne pense plus à prendre de nouvelles de ses amis. Aucun antécédent dans la famille, notion d'anxiété chez sa mère. Et on retrouve du coup des éléments cliniques qui peuvent être compatibles plutôt avec un épisode dépressif d'intensité légère, asthénie, agonie partielle, anémie, trouble dans le genre irritabilité, difficulté attentionnelle et oubli plus fréquent. Donc, à partir de ces éléments, qu'est-ce que vous allez pouvoir expliquer et proposer là pour le coup à votre patiente? On a fait des cas cliniques très très clairs. On va réutiliser le joker Boris. Alors, à partir de ces éléments, madame, vous avez bien fait de venir me voir. Ouais. Je pense qu'il est temps de prendre soin de vous. Et je vais vous expliquer que visiblement, je n'ai pas d'argument pour évoquer un trouble déficitaire de l'attention. Par contre, j'ai des éléments qui m'orientent plutôt, enfin, dans le diagnostic, sur un épisode dépressif, hein, qui est d'intensité légère à modérée, je crois. Oui, parce que la répercussion, elle arrive quand même à faire des choses encore. Peine modérée. Dire modérée, dire que vous avez eu raison de venir. Parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de dire que vous avez une signe d'une dépression légère ou d'intensité. Alors ça, c'est pas entendable. On est d'accord, hein. On ne dit pas. Hein. Ça pourrait être sévère. Quand c'est sévère, on peut le faire. Ah, sévère, oui. Moi, je dis toujours modéré ou sévère. Hein, mais oui. Donc, je lui explique qu'elle va certainement pas avoir un trouble du neurodéveloppement d'expression tardive. Donc, je n'en parle pas, mais comme elle est venue en me disant ça, je suis obligé de revenir dessus en disant oubliez-le, mettez-le au placard. Mais moi, je suis un. Voilà, la soirée va durer longtemps. Et je propose aux patients de faire éventuellement une psychothérapie. Donc, je sais que thérapie comportementale cognitive ou cognitive comportementale, comme vous voulez, avec peut-être thérapie avec le dispositif médecine générale et psy 37. Donc, je vais faire un petit message sur Omnidoc ou MMS Santé pour qu'elle soit inclue dans un groupe de psychothérapie. Voilà. Donc, on dit séances, 11 séances, je crois, 12, 11, 12. C'est 11, hein, c'est comme au football, donc c'est facile. J'ai toujours qu'il y a du temps, voilà. Donc, je pense qu'on va pouvoir l'aider et ça marche bien. Hein, ça marche bien. Donc, je dirais sur une TCC simple, surtout pas d'antidépresseurs. Voilà. On va, ça va? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. C'est parfait. Et j'avais pas de solution. Hein. Je vous promets, ils m'ont pas donné les cas avant. Parce que je dis, je veux pas savoir, je vais être naïf en arrivant dans la salle. Même pas intégrer la pub au dispositif. Et, merci Boris. Donc oui. Ah oui, c'était moi, c'est vrai. Du coup, en fait, bon, quoi, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On peut rajouter des petites échelles pour préciser un peu mieux si on veut. Voilà. On explique bien en effet que l'hypothèse d'antécédent est peu probable car il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental dont les progressions remontent à l'enfance, ce qui n'est pas le cas de cette dame. On explique en effet la charge mentale, les principes de la charge mentale et de stress et d'activité qui sont les hypothèses les plus probables qui expliquent ces difficultés cognitives actuelles. Et qui peuvent du coup expliquer les symptômes anxio-dépressifs qui sont des conséquences qui vont encore amplifier les difficultés cognitives et que c'est plutôt en lien avec du coup un épisode dépressif léger, avec en effet la prise en charge très efficace avec les groupes de TCC ou du dispositif, règles gynécologiques et concessions sur les stress et on surveille. Voilà. Donc,
Voilà en tout cas pour notre présentation. Après, vraiment, c'est ce qu'on vous disait, on est disponible pour répondre à vos questions, en tout cas sur le sujet, sur les points qui n'ont pas été forcément abordés ce soir aussi, concernant le TDA, parce qu'on vous a pas parlé de tout, mais c'était vraiment l'objectif. Si vous avez quelques questions enfance, adolescence, on peut essayer d'y répondre, mais je ne vous garantis pas un niveau de connaissance ou de référence aux études comme je pourrais vous le dire sur les adultes. Mais n'hésitez pas là, vraiment, avant qu'on arrête la soirée, voilà, si vous avez des questions. Voilà. N'hésitez pas à nous dire aussi, parce qu'on veut vraiment adapter le contenu qu'on vous propose aux soins primaires. Si ce type de soirée sur un sujet assez spécifique, finalement, c'est pas très intéressant pour vous. Moi, je le prendrais pas mal, on le prendrait pas mal, mais dites-le nous qu'on ajuste aussi le contenu qu'on vous propose. Euh, Ça fait maintenant un petit moment qu'on vous propose des soirées thématiques. On est obligé des fois voilà, d'aller chercher dans des coins. On a fait une soirée sur les troubles de personnalité qui n'avait pas eu trop de succès. Alors, mais je pense qu'on est dans des sujets effectivement un petit peu plus pointus. Là, on fait une soirée sur le TDA. Vraiment, dites-nous. Si c'est trop, on essaye d'ajuster et on revient sur des choses beaucoup plus générales. Euh, mais il faut que ça soit utile pour vous. Dites-le nous si vraiment c'est utile ou pas. Et vraiment, si vous avez des questions, posez-nous vos questions. Bah, moi, je peux répondre que ça va être certainement utile à ma pratique parce que je vais faire des vrais diagnostics maintenant. Bon, c'était pour briser la glace, mais c'est sérieux quand même. Si, il y a une question de Christophe. Ouais, comme celle des troubles de la personnalité, c'est vrai que là, j'abonde dans ce sens-là parce que le trouble de la personnalité, c'était quand même très, très bien. Moi, je voulais juste dire que même si on n'a pas d'argument pour un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, les règles gynesthétiques et les stratégies un peu environnementales par rapport à l'attention, si c'est un trouble de l'attention sur un trouble anxieux ou sur une dépression, ça marche quand même. D'expliquer aux gens de faire des pauses, d'arrêter le multitâche, de hiérarchiser, de planifier un peu différemment, ça marche. Et donc, si les gens, de manière un peu intuitive, viennent avec ça, ça peut peut-être être une porte d'entrée pour leur permettre de fonctionner différemment sans aller forcément sur un diagnostic si on pense qu'il n'y a pas d'argument, sans aller sur un traitement. Car ne vous privez pas de ces stratégies qui peuvent être simples à mettre en place et qui marchent quand il y a un trouble de l'attention, quand il y a un symptôme attentionnel, même si c'est pas le diagnostic. En fait, pour la pratique en soins primaires et dans les prises en charge, je dirais, de soutien que vous pouvez être amené à proposer, et avec des patients, même des fois, qui ne veulent pas du tout aller plus loin, pas aller voir forcément un psychologue ou un psychiatre, avoir dans votre bagage ce qu'on appelle au sens très large, ce qu'on appelle les techniques de gestion du stress. Dans les techniques de gestion du stress, il y a effectivement des choses très basiques qui ont de nom technique, mais ce n'est pas vraiment une technique en fait. Tout à l'heure, on vous a parlé du temps d'arrêt. Le temps d'arrêt, c'est juste prendre 2 minutes avant de prendre une décision. C'est juste prendre 5 minutes dans la journée dès qu'on a l'impression que voilà, on est débordé, quoi. C'est juste, entre guillemets, essayer de s'autoriser à faire une pause de 15 minutes dans l'après-midi dès qu'on a enchaîné 4 heures de travail. C'est ça un temps d'arrêt. Hein. On appelle ça une technique, c'est un terme un peu ronflant pour ce qu'on technicité tout, mais voilà, c'est une pause, il faut des pauses. Après, et que la personne n'a pas l'habitude, il faut vraiment lui expliquer. On est très sérieux dans ce qu'on est en train de vous proposer. On n'est pas juste en train de vous donner un truc de bon sens. Mettez-le en application. Ensuite, dans les techniques de gestion du stress, il y a la gestion du temps. Donc, ça, c'est aussi un des grands trucs qui va aider dans la gestion, effectivement, de la charge mentale, dans la gestion des facteurs de stress. Vous avez effectivement les techniques de planification, c'est-à-dire pour ne pas être au jour le jour, qui se combinent d'habitude aux techniques de gestion du temps. Voilà. Vous avez les techniques, effectivement, du coup, assez classiques, plutôt de l'activation du système parasympathique pour gérer l'activation émotionnelle et l'activation physique de l'anxiété et du stress. C'est-à-dire que vous avez plutôt les techniques respiratoires, respiration abdominale, cohérence cardiaque. Ça, c'est intéressant aussi à avoir dans votre bagage. Et en fait, vous vous trompez quasiment jamais à proposer ça à vos patients qui ne sont pas bien. Quelle que soit finalement, j'ai envie de dire, l'étiologie ou l'explication. Hors cas de figure très particulier, s'ils sont totalement délirants, totalement maniaques, c'est autre chose. Mais dans la plupart des difficultés anxio-dépressives ou des difficultés cognitives, je dirais exécutives au sens large, sans forcément que ce soit un TDA, mais vraiment, n'hésitez pas à leur proposer ou à leur parler de ces choses-là. Vous serez, s'ils s'en saisissent, ça sera toujours bénéfique pour eux.
D'accord, le kit, Le kit. le On kit. pourrait essayer de faire, si Ouais. vous voulez, on ferait une soirée kit gestion du stress ou kit, Ouais. kit D'ailleurs, on est preneur d'idées de soirées thématiques aussi, vous ouais. voyez. Ouais, faites remonter. Si vous avez des idées pour la prochaine soirée thématique, alors on a déjà quelques petites idées parce que ça sera orienté probablement pédopsychiatrie. Là, on va pas avoir assez de place sur l'écran. Ouais. Là, je pense. Et ça sera probablement orienté refus scolaire anxieux. Oui. Et ça sera orienté, ça sera animé probablement par des nouveaux collègues qui vont nous rejoindre sur le dispositif pour la réponse à vos questions plutôt de nature pédopsychiatrique sur lesquelles on n'est pas expert. Et en fait, on a désormais le renfort on va avoir le renfort en fait du centre Orest et de certains médecins du centre Orest pour la réponse à vos avis. Voilà. Et voilà. Donc, mais la trousse à outils, on garde en idée, trousse à Oui, outils du travail de soutien en soins primaires. Moi, je pense que ça peut faire une très bonne soirée thématique. Mm. Bah, écoute, nous avons 3 minutes avant 22 heures. Hein, nous allons rendre l'antenne. Il n'y a plus de questions. Merci. Non, je pense qu'on va conclure. Hein. Bah, merci à toutes et à tous. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle soirée thématique. Et puis, en attendant, c'est enregistré, donc ça sera mis sur le site dans peu de temps. Donc, si vous avez loupé des choses, vous pourrez retrouver toutes les présentations. La présentation sera sur le site aussi. Médecine générale et Psy 37. Voilà. Merci encore. Merci à nos intervenants, la qualité de leur intervention, la pertinence, la bonne humeur, enfin bon, une bonne convivialité scientifique. On y reviendra. Allez, bonne soirée. Salut. Bonne soirée à tous. Au revoir.